Bonjour à toutes et à tous. Pour le vin, vous avez fait votre choix? Vous l'avez cette phrase? Ou alors, on reste à l'eau? Et celle-là, elle dit quoi? Alors, pour le vin, j'ai fait mon choix, j'en prends pas. Ou plus. Ou rarement. En tout cas, ce ne sera plus systématique. Mais je reste pas à l'eau, non. Parce que sinon, le vin, c'est quoi pour accompagner un plat? Pas l'alpha et l'oméga. Je sais pas, je bois pas mal d'autres choses, mais suis-je le seul dans ce cas? Voilà des mois que j'ai envie de réunir autour de moi des experts en la matière pour leur demander tout simplement qu'est-ce qu'on boit. Parce que vous l'avez vu sûrement, vous aussi, à votre table ou à celle d'à côté au restaurant, les gens boivent beaucoup moins de vin. Alors on va où? Comment se dessine la carte de ce qu'on boira demain? Dans certains restaurants, tiens, on parle d'ailleurs de carte des boissons. Alors, donnons la parole à un chef, une sommelière et une journaliste. 3 personnes que j'estime beaucoup dans leur approche et leurs propos. Des gens qu'on dirait justement, je crois, de leur temps. De ceux, dira-t-on aussi facilement, qu'ils écrivent ce qu'on boira à l'avenir. En salle, parce qu'elle m'a toujours raconté à sa manière son intention et que j'ai toujours adoré, Valentine Rousti, du restaurant Datil, rue des Gravilliers, que j'aime énormément. Côté cuisine, Thomas Chisholm, un chef passionné de vin, mais pas seulement, justement. Chez Chocho, rue de Paradis, table de cœur également, il pousse du coude des kombuchas et autres propositions alternatives. Pour observer tout ça, la voix du vin, vous la lisez dans le Figaro, entre autres, et vous la trouvez aussi dans les librairies. Elle a signé le très remarqué À nos ivresses aux éditions Flammarion. Alicia Doré est la 3e note de cet accord au-dessus de la table centrale du restaurant Chocho. C'est parti. Vous écoutez Chef et dans les talks, on pose les questions qui agitent la restauration. Alors qu'est-ce qu'on boit maintenant? Pour parler de la manière dont vous abordez chacun dans votre discipline la carte des vins en tant que chef, en tant que sommelière, en tant que journaliste et experte en la matière, ça représente quoi? Et vous y voyez quoi dans une carte des vins, vous? Valentine, c'est ton métier, sommelière chez Datil. Toi, la carte de vin, c'est ton métier, c'est ton outil, c'est quelque chose que exactement. tu conçois. Oui, c'est tout à fait un outil. C'est même, je l'imagine même comme un peu une boîte à outils dans laquelle je vais aller chercher un petit peu par rapport à la personne que j'ai en face de moi, au menu qu'on a mis en place, des choses qui vont fonctionner. Donc, j'aime bien surtout engager la discussion. La carte des vins chez Datil, elle est plutôt courte. Ouais. Elle est courte et elle est organisée de manière à ce qu'on représente des terroirs différents, des cépages un peu oubliés. C'est ce qui fait le lien avec ce qu'on fait en cuisine, et on en porte d'ailleurs le nom. Datil, c'est une variété de prune ancienne qui était oubliée, qui a été remise en circulation. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est un peu ça. C'est les gens qui vont chercher des cépages oubliés, qui les replantent, qui s'aperçoivent que finalement, ils sont plus résistants, qui font tout ce travail-là de remise en lumière, en fait, des terroirs. Donc ça, c'est comme ça que j'envisage la carte. Moi, j'ai travaillé un petit peu à l'étranger, donc il y a aussi des vins étrangers. Et ce sera plus des vins du pourtour, plutôt européens, donc plutôt des pays frontaliers, Italie, Espagne, Autriche, Allemagne. Que t'es allé chercher, pourquoi? Parce que tu les connaissais, parce que tu les avais croisés? Parce que j'aime bien, c'est des terroirs différents. Pareil, on va en reparler, mais les vins allemands, autrichiens, il y a des taux d'alcool qui sont moins élevés. Donc c'est super intéressant. Il y a des énergies qui sont différentes et j'aime bien faire découvrir aussi même au public français, autre chose. Pas forcément aller juste sur la Bourgogne, le Jura, etc. Voilà, on essaie d'ouvrir un peu les horizons. Puis même pour nous, c'est super intéressant. Et puis maintenant, ici à Datil, on a une carte des boissons. En fait, c'est pas une carte des vins. Donc, elle va englober toutes les boissons qu'on a. Donc, on va commencer par toute l'offre sans alcool. Et là, moi, mon idée, ce que j'ai envie de faire, c'est quand même, vu la consommation qui change, d'aller proposer une offre qui pourrait être similaire à ce que je peux offrir sur le vin, avec un conseil, avec des formats en 75 centilitres, des choses qu'on va produire à Datil un tout petit peu dans la mesure du possible, et puis aller chercher des choses que font des gens, surtout en France, sur les boissons, que ce soit issues de la fermentation ou pas. Parce qu'il y a des choses incroyables en ce moment que je découvre, donc c'est super pour moi, ça m'ouvre un nouvel horizon parce que vraiment je connaissais pas ça, et donc d'aller le proposer avec un conseil derrière qui peut être comme sur une bouteille de vin. Voilà. Alicia, pardon, mais est-ce que tu m'autorises à donner la parole à Thomas? Parce que je voudrais que tu conclues cette histoire en observatrice extérieure, mais Thomas va résonner fort avec ce qu'on vient d'entendre parce que lui, c'est l'œil de la cuisine. On est ici et d'ailleurs merci de nous accueillir chez Chocho, rue de Paradis. C'est une adresse que je connais bien et j'ai voulu, alors non pas venir ici parce qu'on aurait pu le faire ailleurs, mais que tu sois autour de cette table aussi parce que j'ai vu
j'ai bu des choses ici, comme on en parlait chez Datil, qui sortent aussi de l'ordinaire, des choses dont vous vous êtes que vous vous êtes approprié, mais parle-nous toi directement, ce sera plus simple, de la manière dont tu envisages la carte et ce qu'on propose ici en termes de boissons. Alors déjà, passionné de vin, mais cuisinier de formation, j'ai forcément besoin d'être bien entouré quand même pour créer cette carte des vins. Mais depuis l'ouverture, l'objectif, c'était d'avoir une carte qui reflète la cuisine et la vision de Chocho de manière générale. Comme tu sais très bien, on bosse avec beaucoup d'amis maraîchers qui font de la permaculture, de la biodynamie dans le sud de la France pour tout ce qui est fruits et légumes. Et il était important pour moi que l'offre boisson suit cette philosophie-là. Un envie de bien faire. Donc voilà, on a une carte des vins, je pense, plutôt riche pour la taille du restaurant. J'en suis assez fier actuellement, un peu plus de 300 références. Mais pas que. Effectivement, on a vachement développé les boissons sans alcool. Quelque chose qu'on propose depuis 2 ans et demi maintenant, et c'est génial parce que c'est un nouveau terrain de jeu pour moi. De quoi on se parle? Est-ce que tu peux nous dire de quoi on se parle quand on se parle de boissons sans alcool, par exemple ici? Donc ici, on fait tout ce qui nous passe par la tête, des infusions, C'est bon, ça. aussi beaucoup de fermentation, que ça soit des kombucha, des citronnades, limonades naturellement pétillantes. On utilise souvent un levain de gingembre, le ginger bug comme on appelle ça aux États-Unis, qui nous aide aussi à lancer les fermentations. Et donc vraiment on s'amuse à créer des boissons sur mesure sur les plats. Moi je me rends compte que depuis l'ouverture de Chocho, que la partie de mon métier que j'aime le plus, c'est la partie créative. C'est même avant de me mettre en cuisine et de voir si mes idées fonctionnent, c'est simplement d'y réfléchir, de me faire des listes. Qu'est-ce que j'imagine, qu'est-ce qui pourrait fonctionner, qu'est-ce qui ne pourrait pas fonctionner. Cette partie du métier me tient vraiment à cœur. Et finalement, les boissons, pour être transparent, je pensais qu'au début, ça allait me faire un peu chier. Ouais. Je me suis dit, bon, moi je suis cuisinier, mais en fait, je me rends compte que ça m'excite tout autant que de créer un plat. Quand on a l'impression d'avoir une bonne idée, on a l'adrénaline qui monte, j'arrive plus à dormir, j'ai qu'une envie, c'est d'arriver le matin au resto pour lancer mes idées, voir s'ils fonctionnent. J'adore les accords mets-vins. Je trouve que quand on arrive à trouver 2 choses qui fonctionnent ensemble, en symbiose, c'est extraordinaire et il se passe quelque chose de fort. C'est vrai que l'avantage avec le sans alcool, c'est que là, on est vraiment sur un travail de sur-mesure. Ouais. Et puis ça ouvre un monde. Ce qui est intéressant. Ouais. L'accord mets et vin, souvent, c'est un plat et une boisson qui existent déjà et on essaye vraiment juste de voir lesquels fonctionnent le mieux ensemble. Alors que quand on fait les créations des boissons, on peut vraiment les tailler sur mesure pour le plat. Si un plat a un peu de richesse, on peut aller chercher de l'acidité. Ouais. Si quelque chose a un peu de sucrosité, on peut aller chercher un peu de salinité pour vraiment... Il y a 2 lignes parallèles qui fonctionnent. Hyper intéressant. On va y venir sur les accords, on va en parler. Alicia, toi justement, pour terminer cette introduction, t'es journaliste, experte, sorte de Madame Vin du Figaro. T'as écrit un livre aussi consacré à une autre partie du vin, à un moment du vin qui s'appelle À nos ivresses. Toi, la carte des vins représente quoi pour toi et comment tu l'abordes? C'est quoi cet objet? Comment tu le vois? Alors moi, la carte des vins, c'est toujours très important pour moi. C'est ma priorité quand je vais au restaurant parce qu'en fait, je la consulte avant même. Je regarde sa forme, je regarde la façon dont elle est mise en page et je la consulte même avant le menu. Et pour moi, déjà, c'est un outil très précieux parce que c'est un instantané aussi des tendances du vin du moment. Ça en dit très long sur la table parce que c'est très différent si on vous amène un grimoire avec plus de 1000 références ou une carte justement extrêmement parce qu'il y a carte courte et carte courte. C'est-à-dire que tu disais qu'effectivement chez Datil, il y avait une carte courte, mais c'est choisi, c'est pas par manque de référence, c'est pour justement avoir une sélection très concise. Et donc moi je trouve que c'est assez, je dis que c'est un outil parce que ça m'aide aussi à voir les nouvelles tendances, notamment par exemple l'Allemagne. Je vois qu'il y a de plus en plus de vins allemands parce que les gens recherchent des vins plus légers. Il y a des vins qui ont tendance à disparaître, des régions qui émergent, d'autres qui sont moins présentes. Et donc pour moi c'est très précieux après pour mes articles pour essayer d'avoir une sorte de vision globale
global du marché du vin aujourd'hui. Et par rapport au sans-alcool, ce que je trouve assez enthousiasmant, c'est que on voit que l'offre se développe et que maintenant c'est plus uniquement des softs et que ce que c'est ce que disait Thomas, il y a une création, il y a une création et c'est vrai que souvent les accords mets vins, on l'a un peu sacralisé, mais c'est des moments de grâce qui arrivent finalement assez rarement quand les deux sont meilleurs ensemble. Et ce qui est intéressant avec le sans-alcool, c'est que moi j'ai pu l'expérimenter dans le cadre d'accords sans alcool dernièrement, c'est que en fait la boisson, lorsqu'elle est créée sur place, c'est vraiment une sorte de déclinaison liquide du plat. Et je trouve que là, pour moi, ce serait le meilleur accord possible, alors que le vin, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Vous avez tissé pas mal de sujets, 3 principalement là, autour de ce qu'on vient de se dire. Il y a un sujet qui est le premier que vous avez évoqué, qui est la taille de la carte. On se parle de carte courte, Et Thomas aussi, tu as une notion de référence. T'es chez toi ici, t'es chef aussi, et ça doit jouer quelque part. Il y a un mot que t'as utilisé pour dire et qualifier le nombre de tes références, c'est le mot fierté. C'est pas rien. Il y a une idée quand même pour les restaurateurs et pour les chefs dans les restaurants de se dire que avoir beaucoup de vin à sa carte, c'est presque une obligation. Et en tout cas, en avoir beaucoup, même pour certains, c'est une fierté. Comment vous regardez justement la taille de votre carte? Alors moi déjà, en tant que propriétaire également de Chocho, la taille de la carte joue sur un aspect économique et financier. Ah oui. Clairement, il faut l'acheter ce vin, il faut pouvoir le stocker. Donc tout ça, c'est des contraintes que chaque restaurant a. Et mais ça plaiderait plutôt en faveur d'une carte plus courte. Ce serait donc plus facile d'avoir une carte un petit peu plus courte. Là, tu joues de la difficulté. Si t'as plus d'argent à sortir et plus de vin à stocker. Exactement. Mais moi, je me mets à la place. Fierté, en fait. Je me mets là à la place du client et j'adore aller au restaurant, de tourner les pages et de me dire ça, j'ai envie de le boire. Ça, j'aimerais bien le boire. Mais c'est parce que t'adores et parce que tu sais. Parce que mais je reviendrai ici pour boire cette bouteille-là. Mais moi, ça me fait peur, hein, quand tu me donnes ça. Tu parlais d'un grimoire tout à l'heure quand on me donne. Moi, ça me fait flipper. Je suis là, mais déjà, je trouve que dans le vin, pardon, mais c'est un peu intimidant. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'est-ce que vous voulez? Exactement. Alors, et moi, je suis perdu, en fait. Et tu m'apportes une grosse carte des vins, je suis là. Puis en plus, il y a la personne en face, double presse. Excellent, ils ont ça, génial. Je pense d'ailleurs que c'est pour ça que une des raisons pour laquelle aussi j'ai commencé à m'intéresser au vin, parce que toujours intéressé de cuisine depuis que j'ai commencé ce métier, j'ai eu toujours l'occasion de me faire des belles tables quand je peux me le permettre et d'avoir cette frustration de ne rien comprendre à une carte des vins. Plus loin. Déjà m'avait un peu saoulé à l'époque et donc je me disais que je profitais pas pleinement de l'expérience du restaurant si j'étais pas capable de sélectionner moi-même et de profiter de ce qu'ils offrent en vin, quoi. Ouais, t'es allé plus loin dans cette curiosité, donc tu l'as adapté à toi. Valentine, toi, moi, toi, tu dis justement que tu réduis plus. Exactement. Moi, je réduis, je mets pas les appellations, et je mets souvent pas les noms de domaines. Donc, je brouille les pistes à 100%. Faites-moi confiance. Mais justement, c'était dans l'idée de ce que je disais, d'aller engager la discussion, de partager aussi quelque chose, puisque sinon les gens vont pointer du doigt un Sauvignon de Sancerre ou la Bourgogne ou des choses qu'ils connaissent, en Chenin dans la Loire, en Touraine, parce que c'est ce qu'ils connaissent. Donc toi, t'élimines les références. Donc moi, j'élimine un petit peu, c'est vrai en termes de lisibilité, un petit peu toutes les infos. C'est un jeu un peu, mais j'aime bien. Et comment ils le prennent les gens sont perdus, hein, ouais, clairement. Donc en général, en fait, j'aime bien aborder les tables de cette manière, moi, parce que déjà tout le monde est un peu différent quand il s'assied au restaurant. Donc il y a des gens qui viennent de milieux sociaux différents, qui ont pas les mêmes histoires. Et j'aime bien l'idée, c'est vrai que c'est un peu un jeu de faire ça, mais j'aime bien l'idée que tout le monde est un peu au même niveau, que les pistes sont un peu brouillées et qu'on va me parler et qu'on va trouver ensemble quelque chose. Effectivement, ça prend un peu de temps, donc parfois pour mes collègues, mais oui, ça prend un peu de temps parce qu'il faut justement discuter et qu'il faut aller chercher. Il faut aussi mettre les gens dans l'idée dans la posture d'aller discuter et parler, de vouloir partager quelque chose avec moi. Ça, c'est pas toujours facile, donc il faut aller leur expliquer que moi, ça fonctionne comme ça, que j'ai envie qu'on partage quelque chose. Et après, j'aborde souvent les gens de la même manière. Donc, est-ce que vous avez envie de boire quelque chose que vous connaissez, qui est réconfortant pour vous, ou est-ce que vous avez envie d'aller vers quelque chose qui serait de l'ordre de la découverte? Voilà. Et après, j'essaie de savoir ils aiment les vins plutôt classiques, entre guillemets, les vins un petit peu plus nature, ce qu'ils boivent en général, quels sont leurs curseurs un peu, parce que c'est un peu ça, hein, finalement. Et de là, on y arrive. Et quand on fait découvrir quelque chose à quelqu'un, et que les gens passent un super moment, c'est incroyable.
Ouais. Je sais pas, c'est ça qui est trop bien dans nos métiers, c'est quand on a justement cet échange et on sent qu'il y a pas un état de grâce parce que ça reste une bouteille à table, mais un moment où il y a un échange entre nous et il y a quelque chose de réel, Ouais. et un endroit où on se connaît pas, on va pouvoir partager quelque chose. Et voilà, hier soir c'est ce qui s'est passé par exemple, et c'est génial. Enfin moi j'adore quand les gens partagent une bouteille pendant le repas, qui connaissaient pas, qui avaient peut-être des a priori au début, ça c'est encore mieux. Il On y a un arrive à les souvenir casser, qui j'adore. s'écrit, il y a un souvenir qui Et là, s'écrit. il y a quelque chose et on le ressent. Et nous, on ressort du service avec quelque chose en plus aussi. Donc, et de faire connaître, parce que moi, j'imagine mon métier comme quelque chose. Enfin, je suis une messagère un petit peu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les histoires des gens qui sont derrière les bouteilles. Bah, Donc, tu fais partie de ces gens qui disent, oui. alors là, on est sur un petit truc, un mec qui travaille très bien, c'est Jean-Pierre, il est sur le... Non, je sais pas si je l'aborde quand même comme ça, parce que je sais que ça peut être très chiant. Non, mais parce que, de par ma formation, qui est aucune formation, Ouais. qui est une formation par les gens avec lesquels j'ai travaillé, qui eux étaient, pour le coup, avec peut-être fait des études dans ça, etc., qui m'ont transmis les choses. Mais oui, par ça, moi, j'ai tout cassé. Et je pense que, enfin, j'ai tout cassé. Moi, c'est comme ça que c'est mon approche à moi. Ouais. Et je trouve que ça met les gens à l'aise aussi. Les gens qui connaissent rien, comme tu disais. Voilà. Tout le monde est perdu, que ce soit un connaisseur, il a pas les appellations, les trucs. Et quelqu'un qui connaît pas, voilà, il a des gens, il a des noms, il a des cépages, il a des endroits. Et les deux, voilà, j'aime bien. J'ai l'impression que ça met tout le monde un peu sur le même niveau. Ouais. Et Mais- moi, ouais, au milieu. Ça oblige en fait, c'est marrant parce qu'il y a un peu deux approches et il y a aussi deux choses là, ça oblige à une posture un peu différente. En l'occurrence ici, l'équipe en salle, moi que je prends toujours plaisir à retrouver, et notamment sur le vin, a une forme de traduction qui fait que, ici particulièrement, comment s'appelle ton sommelier déjà? Michele, J'adore. qui n'est pas sommelier de formation, hein, Ah, et Eh ben il voilà. a commencé le métier de la salle à Chocho il y a 2 ans et demi. Avant, il était cuisinier. C'est vrai? Ah mais il Ouais. est trop bon. Il est trop bon. Je l'adore parce que justement, il traduit une forme de Bible, puisqu'on est là sur une somme de références avec beaucoup de simplicité. Et ici, de manière générale, on arrive à faire passer la cuisine, comme les vins, avec beaucoup de lisibilité. Et c'est très agréable cet endroit pour ici. La distance de la salle à la cuisine et la distance qu'ont les serveurs aux clients est remarquable. Et il y a ce truc-là quand même. Il est dans cette posture de devoir traduire toutes les références que tu as dans ta Bien cave. sûr. Non mais c'est vrai, c'est une C'est posture. sûr. Ouais, c'est vrai. Il y a ce besoin de faire les choses. Alicia, toi, c'est quoi ton point de vue sur la nécessité de lisibilité d'une carte? Est-ce que t'aimes justement, tu disais que c'était la première chose par laquelle t'entrais dans un restaurant et finalement dans la cuisine de quelqu'un. Là, on a face à nous deux visions, deux approches différentes qui sont valables toutes les deux, mais qui ne posent pas la même posture en fait. Oui, c'est là, enfin, ça différencie beaucoup les tables, et c'est vrai que je pense qu'il y a plusieurs phases dans la trajectoire d'un amateur de vin. Au départ, ce que décrivait Thomas, effectivement, il y a cette sorte de voracité à vouloir décrypter une carte, être capable de choisir des vins. Alors, je pense que aussi dans Une voracité. Oui. Il est vorace. Non, mais il y a une forme de voracité dans la façon dont on aborde le vin au départ. Quand on commence à découvrir le vin, enfin moi, on m'amenait justement ces grosses cartes et je passais des heures à la regarder. Et en plus, c'est vrai que quand on est investi du savoir, ou la personne en face s'imagine qu'on connaît tous les vins, donc c'est assez intimidant pour l'autre. Donc en fait, c'est une sorte de charge aussi qui pèse sur nos épaules en disant il faut pas que je me trompe. Et donc au départ, c'est enthousiasmant parce que c'est un jeu. On se dit on va choisir, on devient un peu des buveurs d'étiquettes. Et je pense qu'au bout d'un moment, enfin moi aujourd'hui, mon plus grand plaisir, c'est de voir une carte énorme, de la feuilleter juste pour ma gouverne, de la fermer et de dire au sommelier je te fais confiance. Et ça c'est Mais terriblement alors pourquoi? libérateur. Parce que la carte dit quelque chose? Parce que tu vas quand même la consulter? Parce que tu pourrais lui dire je te fais confiance dès le début. Néanmoins, tu vas quand même t'amuser à regarder par la carte. Donc c'est parce qu'elle dit quelque chose de l'identité du lieu. Elle dit quelque chose de l'identité du lieu. Elle, encore une fois, pour moi, enfin, c'est d'un point de vue professionnel, ça en dit aussi, enfin, ça définit aussi certaines tendances. Et je suis curieuse de voir justement ceux qui ont une grosse profondeur de cave jusqu'où ils vont en termes de millésime, etc. Mais c'est plus pour de la curiosité. Mais en fait, j'ai remarqué que toutes les fois où j'étais tombée dans le piège de faire ma buveuse d'étiquette en disant, bah voilà, je veux telle référence sur tel millésime. Et en fait, à chaque fois, j'ai été déçue parce qu'en fait, il y a que le sommelier qui sait ce qui est prêt dans sa cave. Et ça, malheureusement, enfin, avec le nombre de tables qu'on fait, etc., on n'est pas capable de le savoir. Donc moi, je trouve qu'il y a vraiment aujourd'hui, et plus que jamais, et notamment avec le sans-alcool qui est beaucoup plus terra incognita pour beaucoup de gens, l'importance du rôle du sommelier va être capitale sur les années à venir, je pense.
C'est génial. On va l'aborder ça évidemment parce que les amis, vous êtes venus tout seuls. Moi, j'avais pas parlé du sans alcool encore dans cette histoire, mais clairement c'est un sujet et on va y venir. J'adore ces expressions de profondeur de cave. Est-ce que tu as une profondeur de cave? C'est beau comme idée. Il y a quelque chose qu'on évoque aussi depuis le début, c'est le dialogue qui existe entre la salle et la cuisine, entre celui qui va traduire, celui qui va porter finalement une ligne parallèle qui est celle des boissons et puis la ligne qui est celle du cuisinier. Comment vous, en l'occurrence, chez Datil, chez Chocho, vous travaillez ce dialogue qui va unir Michele, tu le disais, qui est autodidacte. Valentine, toi, tu viens pas de là non plus, tu viens de la communication, c'est ça? C'est du monde de la communication il y a très longtemps. Donc tu t'es formé par goût et puis ton savoir, il s'est fait il s'est façonné au contact de ceux qui font vraiment le vin. Donc voilà, il y a une approche qui est très naturelle là-dedans. Comment, dans ces deux maisons, par exemple, très contemporaines, vous travaillez ce dialogue entre celui qui va porter le vin et vous qui cuisinez, ou comment ça marche? Alors déjà, j'ai tu veux dire que tu décides de tout parce que tu connais toute ta cave. Non, du tout. Mais j'ai la fierté de dire qu'on a un fonctionnement que je n'ai jamais eu auparavant en étant employé pour d'autres propriétaires de restaurants où il y a énormément d'échanges entre la cuisine et la salle. On ouvre beaucoup de bouteilles qu'on fait goûter à l'ensemble des cuisiniers, pas seulement le chef. Tout le monde goûte tous les plats. À chaque fois qu'un nouveau plat est créé, l'ensemble de l'équipe de salle va déguster. Et donc tous les soirs, on fait un briefing avant chaque service et quand on a fini de parler un petit peu des heures d'arrivage, des tables, des restrictions, des allergies, c'est le moment où on échange, où on va goûter les nouveaux vins, qu'on va goûter les nouveaux plats. Et ça parle vraiment, les gens prennent la parole dans ces moments-là. Quand on parle du sujet de la boisson, en l'occurrence, les équipes, elles partagent à ce moment-là? Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Et ça arrive que je crée une boisson et que l'équipe de salle me dise, chef, c'est bizarre. C'est pas bon. mais génial. On a besoin de ça parce que c'est le dialogue qui fait avancer les choses. Ça nous permet de se poser les bonnes questions et puis c'est super intéressant de voir le point de vue de chacun parce que finalement on fait un métier vraiment subjectif. On a chacun nos goûts, nos propres goûts et du coup c'est toujours intéressant de voir déjà sur une panel d'une dizaine de personnes quel est le ressenti et ça nous permet d'avancer ensemble. Quand tu crées ici, parce que en l'occurrence c'est une maison qui se renouvelle souvent sur la forme aussi de ses plats, dans la recherche des alliances, des goûts. Quand il y a un sommelier qui vient et qui te dit, ou en l'occurrence quand Michele dit tiens ça va irait bien là-dessus et tout, est-ce que ça te surprend, est-ce que t'acceptes, est-ce que t'es ouvert à ça, ou est-ce qu'il y a quand même parfois quelque part une forme d'ego dans la création qui prime un petit peu, parce que j'imagine que quand tu crées un plat et que quelqu'un vient en te disant regarde ça pourrait être bien avec ça, tu dois te dire attention ça c'est mon bébé, on va peut-être pas le mélanger, enfin non, ou est-ce que c'est hyper open? Non, on est ultra open, mais c'est sûr que il y a certaines choses, par exemple quand je suis en pleine création, je vais pas penser à certains facteurs qui vont découler. Et pour donner un exemple, en ce moment, on sert une poulette pochée avec un bouillon yuzu kosho. Donc gustativement, c'est un plat qui a séduit l'équipe de salle, à part mon sommelier Michele. Parce que là, il me dit chef, on met ça sur le menu. C'est le dernier plat salé du menu. Comment je fais moi pour vendre une bouteille de vin rouge là-dessus? Les gens ils vont boire que du blanc. Donc lui il est énervé quoi. Il me dit putain tu fais chier. Bon écoute, c'est comme ça. Là il faut qu'il s'y plie. Mais sinon dans les propositions et tout, tu peux être complètement ouvert justement à des mariages auxquels tu n'aurais pas pensé. Est-ce qu'il y a des moments par exemple où on t'a suggéré une idée d'une alliance que tu n'aurais pas vue et qui a élevé la création et le plat que tu proposais? Oui, complètement. Et puis surtout d'un point de vue des accords où parfois les sommeliers ils vont me faire goûter quelque chose auquel je n'aurais vraiment jamais pensé. Ouais, alors que c'est dans ta cave. Alors que c'est dans la cave. Ouais. Et en fait je me dis pourquoi pas. On a toujours eu cet objectif à Chocho d'ouvrir les frontières, de pas se dire on n'a pas le droit de faire ça, on a le droit de faire ça. Et donc moi je trouve ça génial quand Michele il me sort un vin pétillant sur un poisson et je lui dis mais attends mais qu'est-ce que tu fais là? Mais en fait pourquoi pas? Ouais. Tant que ça fonctionne et que les clients sont heureux, c'est tout ce qui compte quoi. Côté salle et dans une autre adresse, Datil, comment ça fonctionne et comment le dialogue s'opère? Tu disais toi déjà tu travailles ta carte de manière à ce que la proposition soit une forme de singularité par sa taille, la carte est plus courte dans les boissons en l'occurrence. Comment ça marche entre toi et les chefs
Oui, alors déjà entre la salle et la cuisine, pour créer une certaine unité et que tout le monde soit au courant de ce qu'on fait, parce que nous en salle, évidemment, on sait ce qui se passe en cuisine, parce qu'on va goûter les plats, on va les servir tous les soirs, etc. Mais en termes de boissons, c'est un petit peu un flou pour tout le monde. On a quand même une équipe qui est assez grande, on a des gens qui sont assez jeunes aussi, enfin plus jeunes que moi, des gens qui s'intéressent à ça, qui commencent à s'y intéresser, et on a une envie un peu de passation et d'explication de la globalité du restaurant, parce que Datil, je pense que c'est, enfin, comme tous les établissements, mais il y a une volonté de vraiment globale de transmission d'une dimension, enfin politique presque. Et du coup, je trouve que, enfin, on a mis en place tous les vendredis une dégustation qui s'opère juste avant le repas du personnel, donc à 17h45. On se rejoint tous autour de la table et une semaine avant, quelqu'un de l'équipe qui a été désigné ou qui a choisi une boisson souvent avec moi, que ce soit avec ou sans alcool, mais qui est présente sur la carte et sur l'offre de Datil, ou qui peut être une boisson de l'accord, et qui va présenter la personne qui le fait, d'où ça vient, comment c'est fait, etc. Et on va tous et toutes goûter ensemble. Et du coup, de là s'engage une discussion. Et le vendredi, en général, c'est quand même assez sympa parce que le samedi, dimanche, on travaille pas, donc c'est assez cool. Tout le monde a un peu plus de temps parce que sinon on court pas mal. Les minutes sont comptées quand même, et donc on n'a pas forcément le temps avant chaque briefing de goûter les vins. Mais il y a ce moment-là qui est quand même une parenthèse et qui est assez cool. Et moi, je l'ai vécu dans d'autres restaurants de faire ça, et j'avais envie vraiment qu'on le mette en place. Et c'est trop bien. Enfin, c'est trop bien parce que là, par exemple, on en a fait un sur le vin jaune, on a fait un sur le Macvin, on a fait un sur le champagne et sur les pétnats, sur le vermouth, pour expliquer un petit peu tous ces trucs-là. Et qu'après aussi toute l'équipe, que ce soit l'équipe de salle, pour après essayer d'en parler. Voilà, essayer de vendre des apéritifs, des boissons sans alcool, même parler du vin, de certains vins verts, va avoir une petite trame, et la cuisine va comprendre aussi ce qui se passe et va se dire mais ça, tiens, le vin jaune, mais ça marcherait trop bien sur ce plat. Enfin, voilà, ce genre de choses. Et ce moment, il est important, je pense. J'adore que vous disiez ça, et ça me donne tellement raison de vous avoir convié autour de cette table, parce que j'aime bien cette modernité qu'il y a dans l'approche que vous avez des choses, en fait. C'est-à-dire que ce vin, là, vous l'utilisez comme un trait d'union pour réunir des équipes, pour parler, pour casser cette frontière qui existe encore, et énormément encore, entre la salle et la cuisine. Et c'est hyper bien, c'est très moderne. Et merci de fonctionner comme ça, et merci de le dire et de le faire entendre, parce que du coup, ça peut essaimer, donner des idées à ceux qui ne le feraient pas. Tous les restaurants ne font pas des briefings, tout le monde ne se parle pas et tout le monde n'échange pas autour du vin. Et quelque part, ça peut désaxer un peu le dialogue et le recréer d'une autre manière. Est-ce qu'on peut se parler des choses que vous avez soulevées de vous-même, sans que j'y aille? Valentine, Alicia, Thomas, vous avez parlé du sans-alcool. Comment vous explorez ce terrain? Qu'est-ce que vous y voyez? Alicia, est-ce que toi qui as, non pas fait l'apologie, mais qui a quand même signé un livre qui s'appelle À nos ivresses, tu parles du sans-alcool. Le sans-alcool n'est pas la meilleure voie pour trouver l'ivresse. Pourtant, il prend sa place au restaurant. Pourtant, oui, il prend sa place au restaurant. Alors, c'est vrai que moi, je suis dans une position un peu... alors, je dirais pas délicate, mais c'est vrai que dans mon livre, j'ai essayé de donner une vision moderne de l'ivresse, parce que ce que j'ai constaté lorsque j'ai voulu écrire ce livre, c'est que toute la littérature qui existait sur le sujet était soit une littérature très datée, donc on pense aux poètes du 19e, etc., qui vantaient les mérites de l'ivresse, mais une ivresse qui était souvent excessive. Et aujourd'hui, un propos sur l'ivresse qui était un petit peu de l'ordre de l'hygiénisme, un peu la zone grise de l'alcoolisme. En tout cas, c'est quelque chose qui est assez mal vu aujourd'hui. Donc moi, mon propos, c'était d'en donner une vision plus lumineuse et essayer de montrer qu'il y avait quelque chose dans l'ivresse. C'est ce que vous décriviez précédemment, c'est-à-dire que ça crée des moments avec des gens. Moi, je sais qu'il y a plein de rencontres que j'aurais pas pu faire parce que le monde du vin brasse un nombre un spectre de personnalités et de gens issus de différents milieux qui est énorme. Et donc, ça m'a permis de rencontrer plein de gens différents. Et je sais que sans l'ivresse, peut-être qu'on se serait jamais parlé. Donc, ça, mis à part, je pense que vraiment. J'aime bien la pudeur de cette déclaration. Oui, c'est vrai que l'ivresse permet de parler à des gens. Michel! Non, sans dire ça. Okay. Non, je veux dire que ça crée des liens. D'accord. Et voilà, je perds toute crédibilité. Non, je te laisse avec ça. Pardon. Et c'est vrai que une fois qu'on a compris ça, et qu'on prend le vin pour la fonction qu'il peut avoir au-delà de sa fonction gustative, etc., et que voilà, moi je le vois vraiment comme il y a l'ivresse d'une part, et il y a le monde du vin et ce que ça représente par rapport à la cuisine, etc. Et je trouve que aujourd'hui le sans-alcool
prend une place importante parce que, comme je disais, je pense qu'il y a une plus grande cohérence aujourd'hui avec la façon de vivre des gens. Aujourd'hui, on peut plus se permettre les excès d'autrefois parce que les gens sont plus conscients de leur santé, sont plus conscients et donc je trouve que le vin peut-être et l'ivresse doit reprendre une place aussi d'exception. Enfin, je dis dans mon livre que, et d'ailleurs beaucoup de gens l'ont mal pris, c'est qu'aujourd'hui, moi, j'ai l'impression que l'ivresse c'est une sorte de don qu'on fait à quelqu'un et que on offre une part de vulnérabilité de soi. Et donc il y a des gens auxquels je n'offrirai pas mon ivresse. Et donc en fait, je bois de plus en plus rarement parce que je me dis que ça doit être un moment d'exception. Et même le vin. Enfin, aujourd'hui, on dit que le vin est de plus en plus cher. Bah, je suis d'accord, mais en même temps. C'est peut-être une logique aussi qui veut que le vin devienne plus quelque chose d'exceptionnel. Les gens sont prêts à dépenser davantage dans une grande bouteille et peut-être à boire moins de vin de table du quotidien, etc. Et donc je pense que il faut pas opposer alcool et sans alcool, et je trouve qu'aujourd'hui il y a des sommeliers qui font ça de façon très intelligente avec des accords qui prennent pas les gens au piège. Donc c'est un accord dans lequel on va avoir une boisson alcoolisée, une boisson non alcoolisée. Donc comme ça personne se sent un petit peu ostracisé, personne se sent pris au piège en disant bah voilà, j'ai pris l'accord sans alcool mais j'aimerais bien peut-être avoir au milieu un donc, verre. Je trouve qu'il y a une vraie complémentarité à trouver et qui est hyper intéressante parce que un accord binaire entre guillemets avec alcool sans alcool, je trouve qu'on ressort déjà c'est beaucoup plus digeste, on n'est pas ivre-mort parce que en fait même si on prend des très petites quantités, un accord sur 12 plats avec 12 vins différents, c'est pas du tout pareil que boire même 2 ou 3 verres parce qu'on sort, on est saturé, enfin le palais est saturé, etc. Donc je crois vraiment à la complémentarité moi de alcool sans alcool au restaurant. Je sais pas ce que vous en pensez. Comment vous l'abordez vous dans vos 2 adresses justement, parce qu'il y a cette composition ici chez Chouchou, tu le disais vous les créez, toi Valentine tu disais aussi il y a des choses qui rentrent en résonance avec la cuisine des filles voilà, qui ne sont pas alcoolisées. Comment vous l'explorez justement cette combinaison là? Ouais, moi pour reprendre ce que tu disais, enfin je suis d'accord. Bon, sur la consommation, c'est vrai que le côté plus de l'exception et de partager une jolie bouteille et finalement sur la longueur d'un repas, en tout cas avec des formats plus gastronomiques, ça marche et vraiment c'est le profil de gens que nous avons à Datil et c'est intéressant parce que justement on peut peut-être même les vignerons vont pouvoir faire aussi vendre les petites cuvées pour d'autres choses, peut-être pour des lieux plus festifs, des lieux de concert, des lieux de culture aussi. Ça pourrait être intéressant que ces cuvées-là se retrouvent là et que nous dans ces restaurants-là on puisse leur acheter ces cuvées et qu'ils aient le temps justement de faire des longs élevages, ce qu'ils veulent souvent faire, parce que souvent on a la frustration parce il y a une dimension économique de leur côté qui est importante. Il faut sortir. Et ça peut être intéressant que nous, on soit là aussi en support, parce que je pense qu'aujourd'hui c'est primordial, parce que c'est de plus en plus dur, on en est tous conscientes. Donc ça, je pense que déjà c'est à la limite, le côté positif, je trouve que c'est intéressant. Sur le côté des accords, moi, je suis d'accord. Je comprends ce que tu dis aussi. On fait ça un petit peu à Datil. Enfin, en tout cas, moi, j'essaie de travailler sur le côté digeste, comme tu dis. Donc, ce que j'ai énoncé tout à l'heure, des degrés d'alcool un peu plus faibles, des acidités qui sont peut-être un peu moins marquées. Après, moi, j'ai la chance, il y en a pas mal dans la cuisine de Manon. Mais voilà, d'aller chercher des équilibres, d'aller mettre peut-être un cidre ou un poiré. Où là, on a un accord avec un cidre qui est un assemblage d'une cofermentation de pommes, poires, fraises, groseilles, cassis de chez Jacques Péritas. Ça c'est super. Ça permet d'alléger un petit peu le repas. On travaille aussi beaucoup avec Orza Goury qui est à la brasserie Mosaïque, qui fait un travail un peu fou. C'est un petit peu plus que des bières, mais beaucoup de travail sur les plantes, les levures indigènes, etc., les plantes aromatiques, et qui fait des bières entre 2 et 3 degrés d'alcool. Et ça, c'est trop bien, mais c'est d'une complexité qui est folle. Enfin, même on l'imagine, on en a déjà parlé avec lui, il faut qu'on en parle, de faire un accord avec toutes ces boissons à lui. Ça, c'est des choses qui peuvent fonctionner. Et qu'on essaie de faire pour justement pas alourdir les gens. Surtout pour le déjeuner. Enfin, l'accord du déjeuner, en général, à Datil, parce que je comprends, tu peux pas ressortir, comme tu dis, même si t'as 3-4 étapes qui s'enchaînent. Nous, c'est assez court le déjeuner, mais voilà, il faut Est-ce que ça peut encore se justifier, parce que j'ai eu la chance d'être chez Arnaud Lallemand la semaine dernière à l'Assiette Champenoise, qui est une très belle adresse. Petit accord champagne, je pense que j'ai bu 12 verres. Ah ouais. 12 verres. Alors, des petits verres, certes, mais 12, à minima, je suis sûr d'en avoir bu 12. C'est lunaire quand même. Et c'était délicieux, hein, c'était formidable, hein, j'ai passé un très bon moment. Mais si tu m'avais dit, bon allez, on y va, à 15h après, au sortir de table, je n'allais nulle part en fait. Oui. Donc c'est compliqué quoi. Comment tu l'abordes toi, Thomas, le sans alcool en l'occurrence? Alors nous, le sans alcool effectivement fait partie de l'accord. Ouais, parce que je te recoupe, mais ce que tu disais était hyper intéressant, c'est que pour toi, tu parles de tailler les choses sur mesure, donc d'un point de vue créatif,
c'est une gamme nouvelle en fait. Exactement. Alors c'est vrai qu'à l'époque, j'avais pas vraiment pensé au côté digeste ou à l'ivresse. C'était surtout un envie de partager ça avec les gens. Et c'est vrai que en France quand même, on aime bien manger, mais on aime aussi bien boire. Oui, et donc une grosse partie de ma clientèle, ceux qui vont prendre le menu, vont se diriger vers l'accord mets vin. Et donc, on a décidé il y a à peu près 1 an et demi d'intégrer au minimum une boisson sans alcool dans cet accord. Donc, les gens sont quand même prévenus pour ne pas créer une déception ou une frustration. C'est fou. Je pense que dans quelques années, on fera le truc inverse. On dira attention, il y a un verre d'alcool dans cette histoire. Et donc voilà, ce qui veut dire que même les gens qui sont venus à Chocho pour consommer de l'alcool vont quand même à un moment donné dans leur repas avoir un accord taillé sur mesure, comme on disait. Qui est une création finalement. Qui est une création avec le plat. Ouais. Voilà, certains de ces boissons qui sont aussi parfois créées par mes équipes vont arriver simplement sur la carte des softs. Parce que Chocho c'est aussi un restaurant où les gens ils mangent à la carte, une cuisine de partage où donc les gens ils vont pouvoir commander des verres de sans alcool, tout comme des bouteilles de vin. Mais pour ceux qui vont prendre l'accord, ils auront toujours une boisson sans alcool, ce qui nous permet aussi de les faire découvrir quelque chose vers lequel ils seraient pas forcément allés d'eux-mêmes. Et c'est aussi intéressant pour mon sommelier parce que du coup, pour ce budget-là, de proposer seulement 4 verres de vin au lieu de 5, ça lui permet de monter un petit peu en gamme des bouteilles qu'il va ouvrir pour servir aux clients. Donc, on a trouvé un double intérêt entre la cuisine et la salle pour fonctionner comme ça. Et oui, c'est intéressant parce qu'avec le même budget, il ouvre moins de bouteilles, donc il va entre guillemets monter en gamme exactement, un petit peu sur les 4 au lieu des 5 qu'il va proposer, quoi. Parce que les boissons sans alcool, c'est beaucoup de travail pour nous en cuisine, mais financièrement des choses qui coûtent beaucoup moins cher que le vin. Donc c'est intéressant et moi j'adore. On a une cuisine ouverte, donc souvent je peux observer un petit peu la réaction des gens, d'ailleurs surtout ceux qui mangent au comptoir. On peut parfois voir une sorte de déception. Ah ouais. En servant cette boisson sans alcool. Ah oui, quand tu l'as. Où ils vont se dire mais moi j'avais envie de picoler quoi. Mais finalement quand ils dégustent, quand ils mangent le plat, de voir que les gens ils peuvent prendre énormément de plaisir sur un accord très pointu, c'est génial et du coup la frustration s'envole. Ouais, petite victoire. Ouais. Est-ce que je peux te demander, Thomas, de choper un tire-bouchon et 4 verres? Faut que je vous fasse goûter un truc. Je vais avoir votre réaction sur un truc. Avec plaisir. Alors, ça m'amusait. J'ai souvent, n'importe quoi. Le mec a 15 enfants. J'ai été confronté 15 fois à une femme enceinte. Et 15 fois, la question de l'alcool s'est présentée puisque culturellement, on s'attend à avoir du vin partout. Sauf qu'on peut pas toujours en boire. Et comme on se parle du sans-alcool, j'ai remarqué qu'il y a 5 ou 6 ans, il y en avait quasiment pas. Aujourd'hui, il y en a un peu plus. Il y a plus de marques qui proposent et il y a plus de gens qui s'aventurent sur ce terrain-là. Et là, en l'occurrence, j'ai un vin sans alcool. Alors, il est décrit comme une cuvée révolutionnaire. Un grand chardonnay tout en équilibre avec des notes de fruits blancs, une touche boisée pour un fondu, une longueur unique. Vin rare soigneusement sélectionné par des œnologues et tout ça. Bref, et on est sur un vin donc sans alcool, un vin blanc. Je crois que c'est de la négoce qui se fait vers Bordeaux. Alors, il y a des moi, quelque chose que j'ai appris récemment et c'est grâce à, je crois, un interview du sommelier qui expliquait les méthodes de désalcoolisation qui étaient pas génial pour l'environnement. Ouais. C'est quelque chose qu'on m'avait jamais expliqué, que je ne savais pas. Ouais, parce qu'il s'agit de désalcooliser le vin. En fait, il y a tout un procédé de. Qu'est-ce que vous pensez de ce vin? Ça me fait. Je comprends dans l'idée quand on voit le produit et justement quand on passe à ce processus de désalcoolisation et comment c'est fait.
je comprends le marché que ça peut trouver. Enfin, Ouais. c'est pas non plus quelque chose qu'on va. Il y a un certain équilibre finalement. Oui. Moi, c'est pas quelque chose qui me fait vibrer, mais je comprends que ça puisse plaire et que ce soit assez facile d'accès Ouais. et que ça puisse remplacer justement, comme tu disais, pour une femme enceinte, un groupe, etc. Un vin, et donc ça permettre, voilà. Mais moi, je comprends pas trop cette idée d'aller désalcooliser comme on évoquait tout à l'heure sur le café, le décaféiné, etc. Pour moi, je trouve que c'est plus intéressant d'aller vers des choses qui existent pour ce qu'elles sont, plutôt que d'aller essayer de changer un produit initial. Enfin, c'est un processus qui moi me parle pas du tout. Je comprends pas, même si je pense qu'on on peut y trouver son intérêt à boire ça, mais voilà. Sinon, dans l'équilibre, bon. Non, Il mais y a du fruit, c'est un peu alors sec, oui, pour le coup, ça reste assez léger, aérien voilà. sur la je pense finale. que quand tu te dis tiens, je vais Ouais. chercher du vin, j'ai envie de bon, ça peut être déceptif clairement. si t'es là-dedans, mais si tu veux chercher Oui. parce que t'es dans une impossibilité ou tu veux le contourner ou les gens qui veulent, c'est plutôt pas Ouais, c'est plutôt. c'est pas excitant, c'est pas vibrant, mais c'est plutôt pas mal fait. En tout cas, quelqu'un qui voudrait se priver de vin et boire quelque chose sans alcool. Moi, ce qui est sûr, c'est que je fais toujours le parallèle avec les États-Unis, parce que comme tu sais, je suis né, j'ai grandi là-bas, et j'ai toujours vu beaucoup de tendances s'installer. Ouais. Premièrement aux États-Unis, certains qui étaient très bien, comme le bio par exemple, quoi, ou le sans gluten derrière, et c'est des vagues qui arrivent forcément en Europe par la suite. Et le là-bas vin sans alcool, c'est déjà quelque chose qui est très répandu aux États-Unis. Ah ouais. Mais en restauration. Peut-être c'est ça, un le peu vrai moins truc. en restauration. Ouais. que Mais ça peut beaucoup on en percer? consomme à la maison parce que les Américains, ils ont toujours eu un rapport à l'alcool qui est très différent de la nôtre. Mais bon, si je pars du principe que j'ai vu d'autres vagues démarrer aux États-Unis et arriver jusqu'à chez nous, c'est que comme tu dis, ça va continuer à prendre de l'ampleur. Parce qu'ils sont plusieurs désormais. Il y a 5 ou 6 ans, c'était impossible de trouver du vin sans alcool. Et il y en a de plus en plus qui en consomment. Et on parlait de femmes enceintes. J'en connais une qui a découvert exactement ce domaine et qui a acheté 3 cartons Ah oui. parce qu'elle avait envie de boire. Ah ouais. C'est la alors- cuvée révolutionnaire de Moderato, disons-le. Voilà, c'est cette alternative et c'est eux qui proposent ce vin désalcoolisé. Ils ont plusieurs propositions. Là, on vient de goûter un chardonnay, mais à côté, il y a un colombard, donc et il y a même des pétillants. Je suis quand même assez d'accord en tout cas pour dire que il faut mieux consommer les choses pour ce qu'ils sont. Du vin, c'est du vin, et si vous voulez des choses sans alcool. Et voilà, et puis justement, c'est pour ça qu'on fait ce travail sur le sans alcool à Chocho, parce que voilà, c'est des méthodes traditionnelles qui existent. Je pense que les kombucha remontent, les premières kombucha remontent en Asie. Des milliers d'années, quoi. Hein. Je sais pas qui a découvert le SCOBY pour la première fois, mais si on est capable de faire des choses comme ça, il vaut mieux continuer à les faire. Exploiter ça. Et si on sait faire du bon vin, il vaut mieux continuer à le faire. Il y a une Même autre pour notre rapport à la boisson de manière générale, je trouve qu'il y a un côté un peu c'est assez schizophrénique. Assez fou de se dire, voilà, schizophrénique, de se dire je ne bois pas d'alcool mais je vais aller boire quelque chose qui ressemble à du vin Mais avec tu les sais- mêmes codes, Oui, mais regarde. les mêmes bouteilles, Ouais. les mêmes étiquettes. Mais alors, je sais pas, quid des trucs véganes, du faux jambon, des choses comme ça, c'est un peu la même chose c'est un en peu le fait. même sujet, c'est un produit Ah de oui. consommation, bon, qui est pas du tout dans le rapport au vivant et aux choses naturelles, quoi. Oui, je pense qu'il y a, enfin, on parle d'une forme de schizophrénie, c'est assez vrai. C'est-à-dire que, alors, c'est un peu différent aussi la façon dont on interprète la façon dont les femmes boivent et dont les hommes boivent, mais on est encore, je pense qu'il y a une forme de résistance quand même dans les pays latins par rapport à une sorte d'hygiénisme anglo-saxon. Moi, qui me fait toujours un petit peu rire parce que eux aussi ont cette schizophrénie dans le sens où, quand on parle de l'Angleterre, on parle d'un pays où effectivement il y a le dry January, etc., mais aussi du pays des hooligans et du binge drinking, etc. Donc ça me fait toujours un peu doucement rire. Je trouve que dans les pays latins, c'est un peu différent parce qu'on associe vraiment beaucoup l'alcool au repas et à une sorte de rituel, etc. Et donc ça crée aussi, je pense, de la part des gens qui veulent ne plus boire ou moins boire, une forme de culpabilité. C'est-à-dire que aujourd'hui, on ne boit pas, ou on affirme ne pas boire. En face, il va souvent y avoir quelqu'un qui va
qui va nous soupçonner, alors soit pour une femme d'être enceinte, soit d'être un ancien alcoolique, soit d'être... Et donc en fait, je comprends... C'est hyper dur d'assumer ce truc. Bien sûr, et je comprends que ces alternatives-là existent parce qu'en fait, parfois pour certaines femmes, c'est juste, voilà, pour avoir un verre à la main et faire semblant de boire en fait, parce que au lieu de jeter le verre dans le pot de fleurs, c'est plus facile de le boire et de se dire, bah il y a pas d'alcool, mais personne le sait. Donc il y a aussi, enfin, je pense que ce marché-là va se développer aussi pour essayer d'éponger, enfin pour pas faire de mauvais jeu de mots, cette espèce de honte un peu latente qu'on peut avoir avec l'idée de boire de l'eau, quoi, ou d'être sobre. C'est ça qu'il faut déconstruire pour Absolument. nous dans au restaurant et d'aller expliquer un petit peu ce rapport-là et l'importance aussi, enfin les présences d'autres boissons. Moi, j'ai quelque chose que j'ai remarqué d'ailleurs depuis qu'on a démarré le sans alcool à Chocho, c'est que effectivement, que ce soit pour des questions religieuses, femmes enceintes ou autres, il y a cette frustration de ne pas pouvoir trinquer parce que comparé à l'Angleterre, comme tu disais, on a une façon de consommer l'alcool. Et c'est un rituel et on aime bien pouvoir trinquer en début de repas. Quand on vient au restaurant pour célébrer quelque chose, pour fêter quelque chose, c'est un geste qu'on aime et sans être dans le vin sans alcool. Moi, je vois qu'il y a déjà beaucoup de clients qui prennent du plaisir à avoir une boisson sans alcool servie dans un verre à pied. Ouais, c'est ça, et de quand même pouvoir trinquer avec les gens qui sont à table, quoi. C'est sûr que j'ai remarqué que c'était important pour les gens de pouvoir quand même garder ses coutumes ou de pas se sentir exclu. Ouais, c'est juste, c'est un vrai lien. Il y a une autre lame de fond qu'on a pris pour une tendance parce qu'on se parle des choses là, peut-être on se parle de quelque chose d'un petit peu émergent, d'une voie qui pourrait être empruntée peut-être plus commercialement que dans la restauration. Je pense à tous ceux qui nous écoutent et un sujet qui est un serpent de mer depuis 15 ans, qui est le vin nature. Je veux que vous me donniez votre point de vue et votre manière de vous positionner par rapport à cette manière d'envisager le vin. Ça va bien plus loin que le goût, que la conception. C'est une forme de philosophie aussi, une manière d'aborder cette discipline-là. Comment on envisage, comment vous l'envisagez dans vos territoires respectifs, la cuisine, la sommellerie et toi Alicia qui observe ce monde dans sa globalité. Le vin nature, parce que moi, si vous voulez, quand je l'évoque, c'est clivant. C'est-à-dire que soit j'en prends une, soit on me dit bah oui, évidemment. Oui. Alors vous êtes de quel team sur le vin nature et quelle est votre approche là-dessus? C'est-à-dire dans la transmission ou dans le choix. Mais est-ce que c'est un terrain qui vous parle? Est-ce que c'est un terrain que vous excluez? Est-ce que c'est un terrain que vous privilégiez à 100%? Je connais les réponses, moi, mais. Bah moi c'est à 100% parce que j'ai commencé à m'intéresser au vin par le vin nature, parce que ça convoque, enfin ce que ça veut dire. Donc c'est d'abord une dimension qui est à la base, en tout cas quand moi j'ai commencé à m'y intéresser, c'est très politique parce qu'il y a une volonté de respect des sols, de respect du vivant. Peut-être peux-tu le rappeler justement pour ceux qui ne connaîtraient pas clairement ce que ça implique, un vin nature? Un vin nature, c'est issu d'une production, enfin d'un travail des sols qui est fait dans le respect du vivant, donc qui est fait sans intrants, œnologique aussi sur la vinification. Donc c'est une approche, un accompagnement naturel, que ce soit sur le travail à la cave et sur le travail à la vigne, qui est dans le respect du vivant pour les sols et la plante, mais aussi et l'environnement de manière générale, mais aussi pour la personne qui le fait. Ouais, donc pas de produit, on fait pas de produit, pas de chimie dans cette histoire. C'est assez simple de se dire que ça fait sens en fait d'en consommer aussi et d'en boire, parce que ça paraît, selon ses idées personnelles, voilà, c'est plus ou moins raccord. Donc moi, il se trouve que j'y ai trouvé là-dedans quelque chose que je comprenais et qui m'intéressait et que je trouvais, c'était assez libérateur de se dire c'est génial en fait, on peut mettre en valeur ces gens-là, on peut les écouter, comprendre aussi ce qu'on consomme, ce qu'on boit, à quel point c'est important, à quel point eux, même si c'est sur 2 hectares, font un travail qui est incroyable parce que c'est eux qui d'une certaine manière protègent la planète, et la planète sur laquelle on vit, quoi. Donc ça peut être des agriculteurs aussi, agricultrices, tous les producteurs, ça englobe tout. C'est juste que le vin, c'est un autre sujet. Et d'avoir ce produit-là est quelque chose d'une dimension assez magique, qui est faite sur du raisin, du jus de raisin qui est pur, parce que là c'est le cas, qui est le moins touché, mais qui est accompagné, qui a un travail d'équilibre qui est dingue. Donc parfois il peut y avoir des
voilà, les gens peuvent dire c'est pas droit, c'est pas classique, etc. Mais justement, c'est ce qu'on va chercher. Moi, je trouve que c'est ça qui est intéressant. C'est comme ça qu'on a une émotion aussi. C'est quand on goûte quelque chose qu'on n'a jamais goûté, qu'on se dit c'est du gamay, mais je croyais que c'était du pinot noir, ce qui arrive souvent. Et t'es là, waouh, j'ai pris une claque. Et en fait, il y a rien qui est linéaire, il y a rien qui est droit. Tout est possible d'une certaine manière. Et si on a envie de faire un chenin en oxydatif comme un vin jeune, on va le faire. Et si on veut faire n'importe quoi, en fait, et de le faire ça dans le respect du vivant et de partager ces valeurs-là. Ça a été incroyable à découvrir et à continuer à transmettre. Et là, c'est vrai que les curseurs ont un peu changé sur les consommations. Comme on disait, les gens veulent des cuvées un peu bien faites, un peu droites. Les gens sont un petit peu moins enclins aux divergences, etc. Mais je trouve que c'est important. Moi, c'est un discours que je transmets. Je fais que me répéter à table, mais je fais que dire ce vin-là, il a été fait dans le respect du vivant par des gens qui sont là, qui font ça pour ça, qui sont engagés. Et j'essaie de transmettre ça parce que il y a de moins en moins d'endroits où on le fait. Et si ça parle aux gens qui sont assis à table, on le fait. Et pour certaines personnes, ça leur ouvre un monde. En fait, ils sont là, mais j'avais pas capté cette dimension-là derrière une bouteille de vin. Alors que pour nous, c'est central, parce que ça fait des années qu'on fait ça. Mais en fait, c'est bien de le remettre au centre du sujet, qu'on a commencé à mettre en valeur les vins et les vins nature et être très excité par ça, quoi, pour cette dimension-là. Je précise juste parce que je l'ai pas encore fait au bout de 50 minutes d'enregistrement. L'alcool est à consommer avec modération parce que ça me donne envie d'en boire en t'écoutant là. Toi, Thomas, c'est quoi ton rapport justement? Toi qui as une cave monumentale, le mec va se faire braquer dans une semaine. Non, j'irai pas jusqu'à dire monumental. Hein. Il y a bien de plus belles caves que nous à mais Paris. Justement, comme t'as beaucoup de références, toi, comment tu les composes et quel est ton rapport justement au vin nature? Quel regard tu portes sur cette production-là, sur cette façon d'aborder le vin? Alors, comme je disais au début, on a essayé de construire une carte qui soit en cohérence, en cohésion avec la cuisine qu'on fait. Donc, forcément, avec un certain respect environnemental. Moi, je viens d'une région du sud de la France où je pense qu'on avait un très bon rapport qualité-prix pour acheter des vignes ces 10-15 dernières années dans le Roussillon. Et donc, on a vu s'installer énormément de jeunes qui sont arrivés avec une nouvelle vision, une nouvelle philosophie du vin. Donc, effectivement, on a une grosse production de vin naturel chez moi et c'est quelque chose que j'adore. Moi aussi, je suis tombé là-dedans. Je suis tombé dans le vin vraiment en découvrant des vins nature d'exception. Je précise juste pour les gens qui nous écoutent et pour vous peut-être les filles qui êtes autour de la table, parce que Thomas parle de sa région, puis il parle de ce garçon est né de l'autre côté de l'Atlantique, puis après il est revenu dans le sud de la France. Donc voilà, il est pas schizophrène, mais voilà, il y a quand même une double identité qui est en lui. Non, la Catalogne du Nord, tout ce qui se passe autour de Perpignan, sud du Roussillon. Donc toi, t'es rentré aussi dedans. Est-ce qu'il y a quelque chose de générationnel aussi, parce que c'est peut-être ça aussi l'idée. Le vin nature accompagne aussi une époque. Moi, en tout cas, je sais que j'ai toujours été friand des gens qui prennent des risques. On parlait tout à l'heure de la création des boissons sans alcool qui pouvaient parfois être trop déviants et finir dans l'évier. J'ai toujours aimé et soutenu les gens qui sont preneurs de risques et qui ont envie de bien faire. Et là, c'est des risques énormes quand on est. Si chaque personne à son petit niveau fait quelque chose de bien, on va quand même réussir à construire un monde meilleur. Maintenant, c'est vrai qu'avec les années, je reste quand même méfiant des gens qui peuvent être un peu trop extrêmes et parfois un peu too much. Moi, je préfère. Ça veut dire quoi être too much, par exemple, quand on se parle de que si c'est pas un 100% pur jus, moi je le bois pas. Je pense que des fois il faut qu'on se calme un peu aussi. Et je comprends et je respecte aussi un vigneron qui a besoin de mettre quelques petits grammes de soufre à la mise pour protéger sa cuve, pour pas se retrouver avec des problèmes financiers, quoi. Donc il y a un équilibre et une délicatesse à trouver dans tout ça. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que la cave des Chochos est grandement construit de vin nature. Alicia, tu l'as observé, toi, tu l'as vu cette vague arriver, s'installer. C'est quoi justement le regard que tu portes sur ce qui a été un phénomène et ce qui devient une forme de normalité? Et on s'en félicite d'ailleurs. Oui, alors je pense que moi en plus je suis à l'endroit donc de la prescription et
et dans un journal, donc Le Figaro, qui n'est pas vraiment à la base acquis à la cause du vin nature. Donc je pense que mon recrutement déjà a été plus ou moins un acte fort de la part de la direction, et je les en remercie parce que ils savaient que j'allais m'adresser à un public qui n'était pas du tout d'accord avec moi de prime abord. Donc moi, comme vous deux, j'ai découvert le vin avec le vin nature. Je buvais pas d'alcool avant, et donc ce qui a été amusant entre guillemets dans mon parcours, c'est que lorsque je suis arrivée au Figaro, je me suis retrouvée face aussi à la nécessité d'écrire aussi sur des vins conventionnels, et je me suis rendu compte que je pouvais pas me permettre de critiquer ou en tout cas d'ignorer les vins conventionnels et de faire la promotion des vins nature si je connaissais pas les vins conventionnels. Enfin, donc j'ai fait une sorte d'excès de zèle en sens inverse, c'est-à-dire que j'ai été déguster tous ces vins-là pour pouvoir après, en mon âme et conscience, dire bah voilà, tous ces vins existent, moi ce que je préfère c'est ça. Et j'ai très vite arrêté de parler de vin nature dans mes articles, en fait en utilisant le vocable vin nature. Je parlais de vin et je faisais de la prescription, et ça m'a aidé aussi à choisir une sorte de je dirais de troisième voie, qui est de dire effectivement moi je suis pas du côté des ayatollahs du vin nature qui veulent pas de soufre, etc. Et d'ailleurs l'objet de mon prochain livre qui sortira à la rentrée, c'est de parler de ces vins nature là. Alors la promesse est grande, c'est qu'ils ne vous décevront jamais, mais c'est ces vins en fait justement qui font le choix d'une certaine forme de stabilité, qui sont pas moins bons que des vins pur jus entre guillemets, et je pense que c'est ce que les gens veulent aujourd'hui, parce que les gens ont été tellement déçus par les déviances du vin nature, par le fait de parfois dépenser des fortunes dans une bouteille qui s'avère décevante, et en même temps ils sont plus vraiment séduits par les vins trop boisés, trop sulfités, trop chimiques. Et je pense qu'il existe vraiment, moi j'ai une sorte d'optimisme qui fait que je pense vraiment qu'aujourd'hui le monde du vin conventionnel se remet en question et va devenir de plus en plus nature, je l'espère, et ceux qui ont appris aussi à faire du vin nature, donc avec des déviances au départ, se dirigent aussi, parfois ils mettent un peu de soufre, voilà, et donc quelque chose de plus structuré, voilà, je crois vraiment à la convergence de ces deux milieux-là, pour que justement les rares bouteilles qu'on va être amené à boire, puisque si on boit de moins en moins, seront toutes en tout cas sur cette gamme-là j'espère. Est-ce qu'on peut, pour conclure, répondre peut-être à cette question que je me posais en imaginant cet épisode, en me disant mais qu'est-ce qu'on boit, se dire comment on pourrait résumer la perspective à laquelle on va quand on parle de la proposition et des boissons dans un restaurant. Moi, j'ai l'impression que ce que vous dites tous les trois, et c'est le mot que tu as utilisé là, c'est qu'il y a une forme de convergence. C'est que l'alcool va tutoyer le sans-alcool, c'est que les créations maison, les fermentations, t'en parlais Thomas, on se parle de kombucha, on se parle de kéfir parfois, de choses comme ça, d'infusion vont se réunir, et qu'on va comme ça tisser une espèce de patchwork un peu plus éclaté que la proposition qu'on pouvait faire à nos parents en disant voilà la carte des vins, alors vous aurez un rouge avec ci, un blanc avec ça, et c'est comme ça que ça va se passer. Est-ce que c'est vers là où on va? Et en tout cas, vous, si vous deviez répondre à cette question, qu'est-ce qu'on boit maintenant, vous diriez quoi? Oui, moi ça me paraît évident qu'il faut arriver à un certain équilibre. Ça paraît logique et ça rejoint tout ce qu'on a dit, donc c'est génial aussi d'essayer de réfléchir comme ça, de se dire le vin existe encore et il est important qu'il existe, parce qu'il faut aussi faire vivre ces gens-là qui font le vin. Mais beaucoup de choses se passent. Il y a des projets incroyables sur les sans-alcool, etc. Hier, je goûtais, justement, je voulais en parler parce que c'était assez incroyable. Stéphanie Cohen qui m'a fait goûter l'eau de fleurs. Donc elle travaille avec un groupe de femmes dans les Cévennes qui ont des grands jardins et qui font de la cueillette aussi. Et c'est distillation de plantes, c'est assez incroyable. Attends, mais du coup, c'est monovariétal, ça, par exemple? C'est de l'eau d'une fleur ou c'est des mélanges? Non, c'est... Parce que ce serait formidable, tu imagines le truc, alors là... Alors, parfois, elle fait des choses aussi qui sont un peu plus... Je sais pas si vous faites des cocktails ici aussi, mais elle fait des trucs pour les mixologues aussi qui sont assez incroyables. Mais sinon, vraiment, elle travaille sur une boisson qui peut se boire comme du vin ou qui peut s'agrémenter d'un cocktail, qui est très pure sur la fleur et qui est une distillation... de fleurs et de plantes. Génial. Avec ce groupe de femmes qui vivent dans les Cévennes et qui ont l'air assez incroyables aussi, qui vivent en parallèle, et elle est là pour justement mettre en valeur ce travail. C'est assez fou sur les équilibres. Donc ça, c'est ce genre de projets qui sont passionnants, et clairement on peut imaginer un verre de ce genre de boisson, une bouteille de vin, faire des compléments, jouer sur les équilibres. Ça, c'est pour nous, ça ouvre un travail qui est super intéressant. Mais comme je disais, comme on en parlait, c'est vrai que c'est un travail à part entière, les boissons sans alcool, surtout quand on veut les produire. Et pour nous, c'est s'ouvrir à un autre monde. Et je pense que c'est essentiel, mais c'est super intéressant, quoi. Comme tu le dis, dans la production, voilà.
Juste, je vais vous laisser vous dire, Thomas et Alicia, ce que vous en pensez, vous, et la vision que vous avez vers là où on va sur la carte des boissons. Avec une petite anecdote, moi qui est ma conviction depuis un petit moment, moi je bois plus trop d'alcool parce que j'ai un problème de saturation du palais, on s'en parlait en introduction, c'est-à-dire que moi je ne peux plus boire de l'alcool en même temps que je découvre une cuisine parce que à force d'aller au restaurant, à force de vouloir plonger dans les assiettes des chefs et d'essayer de comprendre ce qu'ils veulent dire, l'alcool ne me permet plus de faire ça. Il y a trop de choses. Je trouve qu'il y a trop d'informations, surtout quand on va dans des cuisines où il y a une créativité, une complexité qui est recherchée dans l'assiette. L'alcool me rajoute une strate que je ne supporte plus. Et d'ailleurs, pour me m'auto-balancer, je suis venu ici il y a un peu de temps et Thomas m'envoie un message de la main en me disant « Qu'est-ce que t'en as pensé ?» Et je lui ai répondu « Écoute mec, tu sais quoi, j'ai beaucoup trop bu. Je sais pas quoi te dire. » C'est vrai. Oui. C'est terrible. Et ça m'a, et je sais que j'ai passé un très bon moment. Je sais que j'ai trouvé des assiettes très bonnes, mais comme j'ai pas écrit, je voulais pas lui dire de conneries, mais j'avais trop bu et ça m'a effacé mon repas. Donc il y a vraiment un truc, moi, où je suis obligé de réduire parce que je trouve que j'ai du mal à profiter de la cuisine avec l'alcool. Mais voilà, ça c'était pour mon truc à moi. Je réduis l'alcool pour plus profiter des plats et peut-être le sans-alcool est une solution. Toi Thomas, c'est quoi la perspective dans laquelle tu vois les choses évoluer sur qu'est-ce qu'on boit, qu'est-ce qu'on finira par boire demain finalement? Comme Valentine et cet espace d'équilibre. Moi j'ai beaucoup aimé cette résonance et je trouve que voilà, l'équilibre c'est ce qui prime maintenant. Il faut que le restaurant reste festif, ça reste un moment convivial où on vient pour se laisser guider, passer un bon moment. Donc je pense qu'il faut pas trop qu'on se braque. Je pense que chaque personne est différente et chaque personne a le droit d'avoir sa propre vision oui, on peut venir chercher de la restauration et de profiter. Tout est question d'équilibre, que ça soit dans les propositions des boissons avec ou sans alcool. Mais je pense à tous les restaurateurs et tous les chefs qui nous écoutent parce qu'ils sont nombreux en fait les professionnels à écouter ce podcast. Ça paraît en tout cas indispensable aujourd'hui pour quelqu'un qui a son adresse d'avoir une proposition alternative à l'alcool. En tout cas, moi c'est ce que j'entends dans ce que vous dites quoi. Alors quand même. Je pense que ça a toujours existé. Maintenant, il y a peut-être certains sans-alcool à bannir et je sais que nous aussi notre travail sur le sans-alcool a démarré parce que on me posait souvent la question mais pourquoi est-ce que tu n'as pas de Coca ou de Sprite ou de machin, et ça a toujours été rédhibitoire. C'est non. Mais forcément, nous le dimanche midi, on a souvent des familles qui viennent et les enfants, ils ont pas forcément envie de boire de l'eau. Alors ils sont pas non plus ravis quand on parle de kombucha ou de ginger beer avec une réduction de jus de carotte et de gentiane, mais pour nous, c'est une alternative qui fonctionne en tout cas. Et en termes de création, il faut cette ligne aussi, j'imagine quoi. Quand on est chef ou désormais quand nous sommes au restaurant, on peut pas aller sur un modèle classique. Ah, bien sûr, mais ce qu'on disait dans le côté d'équilibre et dans le côté inclusif, hein, c'est aussi important de s'ouvrir un peu et de parler à tout le monde. Enfin, je veux dire, tout le monde a le droit d'être au restaurant et a le droit aussi de découvrir des choses, d'écouter des histoires. C'est pas seulement pour les gens qui boivent du vin. Et moi, je trouve que c'est bien de tendre vers ça. Et c'est pour ça, et mettre en lumière. Enfin, c'est pour ça que moi, mon approche, elle est aussi un peu comme celle du vin, parce que pour l'instant, en tout cas, je produis pas moi-même des choses, mais d'aller montrer, mettre en valeur des productions comme ça, comme celle que j'ai évoquée, et de dire tout le monde va trouver quelque chose, que ce soit même si on veut boire de l'alcool et qu'on se tourne vers le cidre, les bières, les choses comme ça, il y a des choses incroyables. Voilà, de dire avec, sans, avec très peu, on peut accompagner des repas et ça fonctionne et ça reste festif, ça reste un bon moment, ça reste du partage, ça reste un échange aussi, de discussion. C'est bien. Je pense ça va aller vers ça quoi. Alicia, qu'est-ce qu'on boira demain selon toi? J'aime bien parce que c'est réjouissant, tout ce qu'on entend là, c'est chouette. Oui. Alors moi, ce qui me réjouit, alors là, je reste dans ma position de journaliste, c'est l'importance qu'on donne aujourd'hui au récit, ce qui était beaucoup moins le cas avant parce que je pense que le vin avait aussi une image beaucoup plus industrielle. Aujourd'hui, on voit qu'il y a une polarisation et on le voit sur le marché. Notamment de la spéculation pour les amateurs. On voit qu'en fait, on boit davantage l'histoire d'une personne. Alors parfois à l'excès, parce que parfois c'est au détriment de la qualité, en tout cas du goût du vin lui-même, juste parce que c'est ce type-là, on va adorer le vin. Donc ça c'est un petit peu un excès, mais néanmoins ce que je trouve intéressant, c'est que ça replace aussi le journaliste et le sommelier et le restaurateur aussi dans une place de messager. C'est-à-dire que moi en fait je vais essayer de raconter des histoires qui donnent envie à la personne de découvrir ce vin, et donc là je trouve que ça lisse un petit peu les choses de façon à
quand tu racontes un récit d'une personne intéressante, qu'elle fasse de l'alcool ou du sans-alcool, finalement, ça n'a plus vraiment d'importance. Et je pense que moi, on peut me donner tout aussi envie de boire une autre fleur de ces femmes des Cévennes Ouais, que très envie de goûter ça. absolument que d'un vigneron japonais dans le Jura qui fait 3 bouteilles par an. Enfin, j'exagère, mais et donc vous savez tous à qui je fais référence, évidemment. et voilà, je pense qu'on boira ça, on boira plutôt des récits et je pense que c'est en tout cas une perspective assez saine vers laquelle se diriger. Trop beau. Merci les amis, merci d'avoir partagé votre vision. Merci. Thomas, on est ici chez Chocho, merci de nous avoir accueillis, on reviendra et j'invite tous les auditeurs à venir ici. Valentine, merci. D'Atil, c'est rue des Gravilliers. C'est pas si loin que ça et tout, et j'invite aussi les auditeurs évidemment à découvrir cette adresse. Alicia, toi, on te retrouve dans les pages du Figaro pour parler de vin, et bientôt dans les rayons de librairie, il y a déjà un livre qui nous attend, à nos ivresses, et un autre bientôt. Merci à vous. Cet échange me conforte dans l'idée que les choses sont en train de changer dans le monde de la restauration, et quelle joie d'être là à observer, à partager tout cela. Vous avez vu, entendu, grâce à nos 3 amis, rendez-vous compte, notre rapport à la boisson n'est plus du tout le même que celui de nos parents. Au restaurant, on propose désormais bien autre chose que ce qu'on trouvait il y a encore 10 ans, et je le disais en introduction, bientôt on trouvera étonnant qu'on nous dise « Pour le vin, vous avez fait votre choix ?» Bah non, on nous demandera sûrement quelle boisson pour accompagner tout ça, et pour les chefs et la salle, imaginez la gamme que cela ouvre en termes d'accords. Dans la recherche, vous l'avez entendu aussi, de ce qu'on peut créer sur mesure pour accompagner, pour sublimer. Avec, sans alcool infusé, fermenté, adieu la carte de France figée. On va gaiement boire des verveines, des vins nature ou des grandes cuvées, des kombucha, des infusions. Et qu'est-ce qui gagnera à la fin? Le goût, les amis et moi, ça me réjouit. Alors merci à nos 3 palais du jour qui m'ont fait le plaisir de s'en rencontrer autour de cette question que je leur ai posée. Alicia Doré, Valentine Rousti, Thomas Chisholm, c'était un joli moment qui, j'en suis sûr, va donner à réfléchir à celles et ceux qui nous écoutent. Et je vous remercie d'ailleurs d'être toujours aussi nombreux à faire de Chef une référence parmi les podcasts de la catégorie food. Merci de l'enthousiasme dont vous nous témoignez, dont vous me témoignez quand je vous croise dans les restaurants. Tiens, je salue le sommelier de la table d'Olivier Nasty que j'ai rencontré la semaine dernière et qui lui m'a emmené au cours d'un magnifique dîner dans des contrées inattendues et pas toujours alcoolisées, avec beaucoup de subtilité. Merci à tous pour les messages que vous nous transmettez. Vous savez, sur Insta, c'est chef au pluriel tiré du 8 podcast au singulier. Et puis notez ce podcast sur votre plateforme. Ça nous aide à faire connaître notre travail et surtout celui de celles et ceux qui me font le plaisir de venir devant ce micro. Allez, bonne semaine à tous. Rendez-vous vendredi pour le format dédié à l'entrepreneuriat, chef d'entreprise. Et d'ici là, parlez autour de vous de votre podcast préféré. Salut!